et contemporaine jusqu'à nous est sortie de la pensée de Descartes et de la révolution introduite par Descartes en philosophie. Et la passion de Descartes, c'était précisément la recherche de la vérité. Lorsqu'il donne un titre à son tout premier ouvrage de philosophie, il est très jeune, c'est en 1628, il l'intitule « Règles utiles et claires pour la recherche de la vérité ». Et à l'autre extrémité du même XVIIe siècle, un disciple de Descartes, disciple dissident, mais disciple tout de même, le père Nicolas Malebranche, intitule son ouvrage fondamental, le tout premier, « La recherche de la vérité ». Nous sommes loin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, la recherche de la vérité semble devenue une passion un tantinet désuète. Notre époque est marquée par un grand scepticisme. Nous sommes quotidiennement assaillis de toutes sortes par une multiplicité de discours, de prises de position contradictoires. Les librairies, les bibliothèques et parfois les supermarchés sont remplis d'ouvrages qui présentent toutes les philosophies les plus variées ou les sagesses du monde entier qui sont à notre portée. Et au milieu de cette grande variété, surtout les plus jeunes se sentent parfois tentés par l'idée que tout cela, ce n'est que du discours. Comment s'y retrouver, comment y trouver là-dedans une vérité? Cette époque est aussi marquée, comme l'avait bien souligné Benoît XVI, par un profond relativisme. Un relativisme presque fondé moralement, croit-on, puisque, au nom de la liberté de chacun, au nom de la tolérance, qui préserverait ainsi une coexistence pacifique entre des communautés, des individus et parfois des groupes religieux distincts, on préfère souvent s'abstenir soit d'affirmer que ceci ou cela, que telle ou telle proposition est vraie, soit même de croire, d'oser affirmer qu'il soit possible qu'existe ou que l'on puisse connaître la vérité dans un domaine donné. Comme si affirmer qu'il existe une vérité à trouver ou à chercher et qu'on puisse la dire éventuellement était déjà faire violence à la liberté d'opinion de quelqu'un d'autre. Et ce relativisme va jusqu'au désespoir. Notre époque est aussi marquée par ce que, depuis Heidegger et jusqu'à Jean-Luc Marion, les philosophes contemporains ont identifié comme le nihilisme. C'est-à-dire, pour reprendre la définition de Nietzsche, notre époque est caractérisée par cet état d'esprit où les plus hautes valeurs se dévalorisent. Et si donc la vérité n'était qu'une valeur ou un idéal illusoire, elle serait appelée à se dévaloriser. Le nihilisme, donc, se caractérise par le fait que, renonçant à reconnaître une thèse, une position, une vision du monde comme plus vraie qu'une autre, comme la vérité, on répudie la vérité comme un idéal illusoire. Si la vérité n'existe pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de sens à postuler qu'il y ait quelque chose d'indéniablement vrai à chercher, tout est permis, comme le disait Dostoïevski, mais si tout est permis, en même temps, rien ne vaut. Puisque le jugement de valeur qui dirait ceci vaut, ceci ne vaut pas, prétendrait être une vérité. Mais si rien ne vaut, alors notre condition est absurde. Si rien ne vaut, tout se vaut, et par conséquent, pourquoi choisir ceci plutôt que cela? Dans le nihilisme, contrairement aux apparences, il n'y a pas de liberté, puisqu'il n'y a aucune possibilité d'un choix fondé. Dans cette position extrême, on remarque donc que la négation de la possibilité même de la vérité va jusqu'à paralyser toute pensée. Parce que penser, comme le savaient bien Descartes justement et les philosophes classiques, penser quand nous pensons vraiment, c'est-à-dire quand nous ne nous contentons pas de flotter dans une douce rêverie, par exemple en nous laissant porter par nos sensations ou nos imaginations. Non, quand nous essayons vraiment de penser, penser c'est juger. C'est-à-dire mettre une idée en rapport avec une autre. Et même si ma pensée ne va pas plus loin que « tiens, ce matin il fait beau » ou « comme je me sens fatigué »,
il y a là une pensée qui est déjà la mise en rapport d'un sujet et d'un prédicat. Et donc, il y a quelque chose comme une thèse qui prétend à une vérité. Et ça aurait du sens, par conséquent, que je me dise ensuite, mais est-ce que vraiment il fait beau? Ou est-ce que vraiment je me sens si fatigué que cela? Comme si, en quelque sorte, ce que je pense d'abord devait être vérifié, c'est-à-dire mis à l'épreuve de sa vérité ou de sa fausseté. Prendre position ou juger, c'est un moment essentiel du passage à l'acte de ma liberté. Et donc, si je n'ai pas la possibilité de juger vrai ou en vérité, je ne peux pas choisir, je suis non libre, je suis asservi à n'importe quoi, mes passions, mes instincts, la société de consommation, la dictature. Toutes les formes d'aliénation sont ouvertes par le désespoir vis-à-vis de la vérité. Donc, je ferme la parenthèse très généraliste de cette introduction, la question de la vérité n'est pas seulement une question de théorie de la connaissance, n'est pas une question d'épistémologue ou de métaphysicien, c'est une question qui a un impact moral et politique et social direct. Il semblerait donc que la vérité soit nécessaire à notre vie, qu'elle serait une exigence originelle et fondamentale, inscrite dans notre Constitution, comme si l'homme était un être de désir agissant et libre, qui doit se déterminer en conscience, c'est-à-dire par un jugement, vis-à-vis du monde. Précisément parce que ce qui compose ce monde, ce dont est faite la nature, ce dont est faite la société, ce dont est fait le monde qui nous entoure, tout cela ne nous est pas connu d'avance. Nous avons donc à nous décider et il faut donc essayer d'y voir clair, et pour y voir clair, il faut connaître. Si l'homme est donc défini comme un sujet de connaissance, pour qui la connaissance donc est une condition de sa vie, est-ce qu'on ne doit pas conclure que la vérité est une valeur, exactement comme l'utilité, exactement comme l'argent, la nourriture sont des valeurs? C'était un peu ce que disait Nietzsche, je cite un fragment d'avril-juin 1885, pour ceux qui se passionnent pour l'étude de Nietzsche, c'est dans les œuvres complètes, tome 11, page 235, Nietzsche dit, vous allez voir comme la formule est à la fois proche de ce que je viens de dire et pernicieuse, enfin, je vais dire perverse, la vérité est ce type d'erreur sans laquelle une certaine espèce d'être vivant ne saurait vivre. C'est la valeur pour la vie qui décide en dernier lieu. Et des hommes très communs et vertueux, ajoute-t-il, ont fait de cette valeur vitale la valeur par excellence. La formule de Nietzsche relève bien que la vérité est une valeur, mais elle la qualifie, elle la nomme erreur. Alors, la vérité serait-elle une erreur? Donc, au fond, une proposition vraie pourrait-elle aussi bien être considérée comme fausse? À ceci près que ce que nous croyons vrai, en fait, c'est ce qui favorise la vie. C'est le vitalisme nietzschéen. Alors, contre cette façon de voir, pour répondre au premier moment de la question posée par le Père Rémy, je dirais non, la vérité n'est pas une valeur. Elle ne peut pas être ravalée au rang d'une valeur, encore moins une valeur comme les autres. Ce n'est pas du tout une valeur. Pourquoi? Parce qu'une valeur est relative à un acte d'évaluer. Si je dis par exemple que les aliments, l'argent, les biens sont des valeurs, ça signifie que je leur reconnais une valeur en fonction d'un acte d'évaluer qui peut s'appuyer sur mes besoins, qui peut s'appuyer sur mon intérêt et sur toutes sortes de motifs. De sorte que va se poser la question de la validité ou de la vérité de cet acte d'évaluer. Si j'évalue, par exemple, positivement la guerre, je peux évaluer positivement la violence. Il y a des gens qui font cela. Il y a des peuples entiers, à un certain moment de leur histoire, qui ont valorisé la violence. Est-ce que, pour autant, l'évaluation ne fait pas appel à la question de sa vérification? Si donc une valeur est relative à l'acte d'évaluer, cet acte d'évaluer lui-même ne peut produire son effet que s'il se soumet
aux critères de la vérité. La vérité ne peut donc pas elle-même être une valeur, sinon on tourne dans un cercle. Selon quels critères départager des évaluations contraires? Par exemple, aujourd'hui, avec le problème de politique que pose le conflit syrien, on est face à des conflits d'évaluation. Deuxième raison, une valeur, c'est ce qui se dévalorise. Les valeurs ont une histoire. Par exemple, à Sparte, on valorisait le mensonge, la ruse, la tromperie, et on entraînait les enfants dans ce sens. Le point d'honneur des gentilshommes du XVIe et du XVIIe siècle, qui a fait couler tant de sang, était une valeur de référence, une valeur clé pour certains aristocrates dans une société donnée. On peut penser qu'aujourd'hui, l'égalitarisme qui a bonne presse dans une société qui se veut à tout prix démocratique et qui tremble dès qu'on constate des différences qui pourraient être évaluées comme des différences de qualité entre les personnes, cet égalitarisme foncier des sociétés dites démocratiques modernes est lui-même une valeur qui passera. Mais la vérité, en tant qu'exigence qui permet de juger les valeurs, elle, c'est un critère qui ne passe pas. On peut donc dire qu'il est vrai ou faux de considérer que telle valeur doit prendre le pas sur telle autre. Par exemple, dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau combat cette valeur aristocratique du point d'honneur au nom d'une vérité supérieure qui est la vérité de la nature humaine. Si donc on confond parfois les deux en disant que telle ou telle proposition vaut, c'est le cas en logique ou en mathématiques, c'est parce qu'on confond valeur et validité. La validité n'est pas le fait de valoir, d'avoir une valeur. La validité est une forme de la vérité. C'est la forme logique de la vérité. Par valeur, on entend donc souvent désigner aussi un idéal désiré, recherché, proposé. Mais le caractère désirable d'un idéal présuppose déjà que celui qui en fait son idéal y trouve une vérité, le juge en vérité. Que quelque chose soit véritablement un bien suppose donc que l'acte d'évaluer soit subordonné aux critères de la vérité. Il y a donc un sens à critiquer nos évaluations et à nous interroger pour nous demander si les valeurs qui conduisent nos jugements sont vraiment des valeurs. Comment alors, si la vérité n'est pas une valeur, comment déterminer le sens de ce nom? Comment définir, de façon vraie, l'essence de la vérité, pour déterminer si, oui ou non, il est raisonnable d'espérer l'atteindre. Cette simple question nous met déjà sur la voie d'une réponse. En effet, quelle que soit la position que nous prenions ou qui nous tienne à cœur du point de vue de nos convictions métaphysiques, de nos convictions épistémologiques en théorie de la connaissance, quelle que soit la philosophie, bref, plus ou moins implicite qui nous plaît ou que nous avons adoptée, il y a certaines propositions que les logiciens diront analytiques ou a priori, qui concernent la vérité comme telle et qui sont, elles, des propositions indiscutables, qui sont en quelque sorte vraies immédiatement. La première, c'est que par vérité, on entend la qualité d'être vrai, quelle que soit la chose à laquelle on attribue cette propriété. Alors le prédicat de vrai, quelquefois nous l'attribuons à un objet. Par exemple, si on me donne une fausse pièce d'1 euro, je peux dire qu'elle est fausse, elle n'est pas authentique. Un tableau qui est un faux, ce n'est pas le vrai tableau, c'est-à-dire que ce n'est pas le tableau originel authentique. Dans ce cas-là, la vérité de l'objet, c'est son authenticité, le fait qu'il est cet objet même dont on parle et que l'on a en vue. On donne aussi ce même qualificatif à une personne. On dira de quelqu'un, voilà un homme, une femme vraie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a double face ou qui donne toujours à hésiter sur sa véritable intention, sur sa véritable disposition affective. C'est quelqu'un qui est sans détour. Un peu comme lorsque Jésus rencontre Nathanaël et qu'il le salue en lui disant « Voilà un vrai Israélite ». Quelqu'un qui est direct, qui est ce qu'il paraît et qui paraît ce qu'il est.
Là aussi, on retrouve une idée d'authenticité, c'est-à-dire de conformité entre une apparence et quelque chose qui est au-delà de l'apparence, mais qui n'apparaît pas. Quand je dis c'est une fausse pièce d'1 €, elle n'est fausse que parce qu'elle paraît vraie. Si on voyait tout de suite que ce n'est pas une pièce d'1 €, elle ne serait pas fausse. Ce serait autre chose. C'est une fausse pièce parce qu'elle est en mesure de ne tromper. C'est ce que les Grecs appelaient pseudos. C'est de ce mot pseudos, qui veut dire le faux, que nous avons tiré le préfixe pseudo, un pseudonyme, un pseudo quelque chose. On parle d'un auteur célèbre pour les spécialistes de philosophie et théologie, le pseudo-Denis, parce qu'on l'a longtemps assimilé à Denis, un converti de Saint Paul, pour découvrir après qu'en réalité ce n'était pas ça. Donc le pseudos, c'est une apparence qui semble renvoyer à quelque chose qui n'apparaît pas, alors qu'en fait, ce à quoi cette apparence renvoie n'est pas la chose en question. Cette pièce, cette fausse pièce d'1 €, elle semble renvoyer à une valeur effective, comme si c'était la vraie pièce de monnaie, et en réalité, elle renvoie à un bout de métal qui n'a pas cette valeur. Et enfin, vrai se dit, et c'est là ce qui est pour nous déterminant, d'un énoncé ou d'une théorie. Mais restons-en au format minimal de l'énoncé. La vérité, c'est donc la qualité de l'être vrai d'un rapport. Dans un premier cas, nous disions, être vrai, c'est le rapport de correspondance entre ce qui apparaît et ce qui est. L'apparence de la pièce d'1 € et la quantité de métal d'or qui est à la base de la valeur 1 €. Ici, dans le cas de l'énoncé, on peut trouver le même genre de dédoublement. Si je dis le mur est bleu, je produis un énoncé qui, en quelque sorte, fait apparaître à votre pensée ce que des logiciens appellent un état de choses, c'est-à-dire le fait que le mur soit bleu, ou l'être bleu du mur, le mur en tant que bleu, je le fais apparaître, non pas à vos yeux, mais à votre pensée, puisque c'est un énoncé qui atteint la pensée. Et en même temps, le mur lui-même, si vous le regardez, vous voyez bien qu'il n'est pas ce que fait paraître l'énoncé. Donc on a à chaque fois toujours une structure de dédoublement entre quelque chose qui apparaît, qui ment, c'est-à-dire qui fait comme si ce quelque chose qui apparaît renvoyait à X, alors qu'en fait, ce qu'on trouve à la place de X, c'est autre chose. Je dis mur bleu et c'est un mur gris. Autre proposition fondamentale, vérité est toujours corrélative de fausseté. C'est-à-dire que souvent on ne sait pas comment trouver la vérité, mais on peut indirectement la déterminer en démystifiant le faux. Vérité, c'est plus intéressant maintenant, est aussi toujours corrélative de être. Je le disais tout à l'heure, si quelque chose peut être vrai ou faux, la pièce d'1 €, la personne ou l'énoncé, c'est parce qu'on postule toujours que ce qui apparaît, et je reste surtout sur l'énoncé linguistique, la proposition, c'est parce qu'on suppose que la proposition renvoie à autre chose qu'elle-même. Si je dis « le mur est bleu » comme si j'étais poète, vous n'attendez pas une valeur de vérité. Si je disais « le ciel est mélancolique », ça ne vous apparaîtra pas comme autre chose qu'un énoncé poétique, et vous ne vous demanderez pas si c'est vrai ou faux. Parce que dans ce cas-là, on a un énoncé qui vaut par lui-même, qui renvoie à lui-même. Mais le propre de la parole qui prétend être vraie ou fausse, c'est de renvoyer à quelque chose qui se donne comme étant. Et enfin, la vérité est ce qui qualifie un certain acte de conscience comme un acte de connaissance. On a donc une sorte de triade. On peut dire que connaître, c'est atteindre en vérité ce qui est. Si je
formule, imaginez que j'écrive au tableau une proposition mathématique en disant voilà une connaissance mathématique et que vous puissiez démontrer que c'est faux, ben, ça n'est pas une connaissance, c'est une illusion. La connaissance, c'est nécessairement la saisie dans la pensée de la vérité au sujet de ce qui est. On a donc toujours, quand on parle de la vérité, une relation entre trois éléments ou trois domaines d'existence. Les énoncés, les propositions, le langage, tout ce que nous pouvons dire et penser, l'acte de connaissance et l'être ou l'existence de ce qui existe. Et on peut dire donc que connaître, c'est avoir un rapport vrai ou être véritablement en possession de ce qui est, et qu'inversement, on peut dire que ce qui est, ce qui existe, c'est ce que nous savons, ce que nous connaissons en vérité. Si je me contente de penser, d'avoir des hypothèses qui ne sont pas vérifiées, je ne peux pas dire que je connaisse, et je ne peux pas dire que ce à quoi je pense existe. On peut donc formuler 1000 hypothèses sur la galaxie la plus éloignée de la nôtre, par exemple, sans jamais pouvoir prétendre que ce sont des connaissances si on n'a pas pu vérifier par un certain acte. On a donc une corrélation entre connaître, vérité ou connaissance, vérité et être. Et cela se laisse exprimer dans une sorte de théorème logico-formel que voici. Vrai désigne le caractère propre d'un connaître dans la mesure où il saisit l'étant, ce qui est, en tant qu'il est, dans son être même. D'où cette première conclusion évidente, la vérité est une propriété d'un certain acte de saisie cognitive. C'est quand je prends conscience que le rapport entre le sujet et le prédicat, c'est-à-dire entre l'objet auquel je pense et la propriété que je lui attribue, est vérifié dans l'être, que je peux dire ma proposition est vraie. Pour reprendre mon exemple, c'est quand je vois qu'il y a le mur devant moi et que le mur possède effectivement la couleur bleue, que je puis dire ma proposition le mur est bleu est une connaissance vraie. Cela suppose donc que le mur soit vraiment bleu et que je le constate. De sorte que nous allons rencontrer une difficulté qui a beaucoup embarrassé depuis l'origine, depuis Aristote, les philosophes, à savoir où faut-il placer la réalité du rapport entre le mur et le bleu, entre la chose et la propriété de la chose. Par exemple, si je dis le mur est bleu, quelqu'un qui le verrait autrement pourrait bien me dire tu dis n'importe quoi, il n'est pas bleu, il est vert. Vous savez, sur le bleu, les bleus verts, quelquefois on hésite. Pourquoi? Parce que ce bleu, c'est le bleu vécu, c'est le bleu que je vois. Donc, la qualité bleue que j'attribue au sujet, le mur. Dans la structure logique de la proposition, on dira le prédicat bleu que j'attribue au sujet, le mur, est-il dans la chose ou dans ma conscience ou en moi? Est-ce que c'est moi qui vois bleu le mur ou est-ce que le mur est vraiment bleu? Et quand je dis vraiment, je vois bien que la vérité est en train de se dédoubler. Tout à l'heure, je disais la vérité, c'est une propriété de mon énoncé. Éventuellement, en deçà de l'énoncé, c'est une propriété de mon acte de connaissance. C'est parce que je fais un acte de perception, je ne suis pas ivre, je ne suis pas drogué, je suis lucide, j'ouvre les yeux, je vois bien que c'est bleu. Donc c'est parce que la proposition formule, exprime mon acte de perception clair qu'elle est vraie. Mais maintenant, je suis en train de dire, attention, encore faut-il que dans l'être, il y ait du bleu. C'est-à-dire qu'il faut que le mur soit en lui-même bleu. D'où le problème.
Le vraiment caractérise-t-il le rapport entre un élément de ma pensée et un autre élément de ma pensée, entre le mur que je perçois ou que je dis et le bleu que je vois et que je dis, ou bien la vérité est-elle dans la chose? Si je dis que c'est le mur qui est bleu, je ne dis pas la même chose que si je dis « je vois bleu le mur ». Or, affirmer la possibilité de la vérité, c'est affirmer que nous pouvons dépasser la forme simplement subjective de notre expérience, par exemple l'expérience de ce mur. Et nous comprenons bien la différence entre voir bleu le mur et savoir que le mur est bleu. Alors, c'est un exemple, excusez-moi, extrêmement simple, mais je crois qu'il faut des exemples simples pour bien comprendre. De sorte que on se trouve dans un cercle logique qui est bien embarrassant. Car si on veut dire une proposition sera vraie, ma proposition le mur est bleu sera vraie, si l'étant, la chose qui existe, est conforme à ce que je dis. Cela suppose que je puisse aller, pour ainsi dire, prendre sur le vif, en flagrant délit, l'étant. Comme si je pouvais entrer dans les choses, aller dans le mur et voir qu'il a cette propriété de bleu. Mais comment pouvons-nous atteindre les étangs? Comment pouvons-nous entrer dans l'étang si ce n'est justement par une connaissance vraie? Donc, je résume. Si, pour que ma proposition soit vraie, il faut que je puisse la comparer, comparatio, dit Thomas d'Aquin, il faut que je puisse la confronter, disons, avec la chose elle-même dont je parle. Il faut que je puisse, pour ainsi dire, d'un côté, accéder à ma pensée ou à mon énoncé, et de l'autre, accéder à la chose elle-même. Mais comment arriver à la chose elle-même si ce n'est justement par une connaissance vraie? D'où le problème de cercle logique. La connaissance comme vraie doit prendre appui sur une atteinte de l'être, de l'étant dans son être, mais on ne peut atteindre l'étant dans son être que par une connaissance vraie. Alors, de ce cercle, ou plutôt, non pas de ce cercle comment peut-on sortir, mais plutôt comment pourrait-on y entrer? C'est là la question. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, parce que c'est probablement un cercle logique un peu illusoire, un peu artificiel, je vous propose de nous confier à un bon maître qui est Aristote. Et j'ai oublié de demander au Père Rémy jusqu'à quand il me laisse la parole. Nous avons 1 heure? Oui. 9h30, parfait. Aristote a commencé par une première conception de la vérité qui s'appuie sur le langage, sur le discours. Alors, je vous renvoie là aux 2 premiers textes que je vous ai mis sous les yeux. Je vais me contenter de résumer l'essentiel du premier et du deuxième. Dans le premier passage, qui est tiré du traité des catégories, il nous dit que le discours se compose d'expressions qu'on peut prendre à l'état isolé. Et ces expressions à l'état isolé, elles se laissent ranger dans des classes types, qu'il appelle des catégories, et chacune de ces catégories correspond à une manière particulière de dire une chose de manière isolée. Si par exemple je prends un mot, en le sortant de toute phrase, en l'isolant, ce sera soit le nom d'une chose, d'une personne, d'un objet, soit le nom de quelque chose qui se rapporte à cette chose ou à cet objet, qui a, d'une certaine façon, la propriété de dire la qualité ou la propriété de cet objet. Exemple, est substance, dit-il, c'est ainsi qu'il nomme la chose ou l'objet qu'on désignerait du doigt, l'individu dont il s'agit. Par exemple, homme, cheval. Je peux dire homme, cheval, maison, je disais mur tout à l'heure, voilà le nom d'une substance. C'est cette substance qui va fonctionner comme sujet dans la proposition et au sujet de laquelle on pourra dire des choses.
Au sujet du mur, qu'est-ce que j'ai à dire? Je peux dire qu'il est en bois ou qu'il est en parpaing, je peux dire qu'il est bleu, rouge, je peux dire des tas de choses du mur, mais à chaque fois c'est du mur qu'il s'agit. Et les autres choses que je vais pouvoir dire au sujet du mur, ce sont par exemple chacune des catégories. Alors on peut exprimer la quantité, long de 2 coudées, long de 3 coudées, la qualité, la relation, le lieu, le temps, etc. J'abrège, ceux qui ont un peu fréquenté Aristote s'y retrouvent. Mais ce qui est important ici, c'est ce qu'il ajoute ensuite. C'est seulement par la liaison de ces termes entre eux que se produit l'affirmation ou la négation. Donc la vérité n'est jamais contenue dans une idée ou une notion, mais dans le rapport entre une substance et les différentes catégories, entre un sujet et les différentes manières de le caractériser. Et il poursuit, en effet, toute affirmation et toute négation est vraie ou fausse, tandis que pour des expressions sans aucune liaison, il n'y a ni vrai ni faux. Exemple, homme, blanc, court et vainqueur. Donc, si je dis homme, j'ai nommé une substance. Si je dis blanc, j'ai nommé une qualité. Si je dis court, j'ai nommé une action. Mais la vérité va commencer à partir du moment où je vais lier ces choses en disant l'homme blanc court. Alors ça a un sens de me dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dis-tu vrai quand tu dis que l'homme blanc court? Peut-être est-ce une illusion, tu crois qu'il court, mais regarde mieux. Bon. On voit bien donc que la vérité commence, non pas avec le langage, mais avec la mise en relation des termes du langage. C'est le caractère même de ce que les Grecs appelaient logos. Et logos, pour les Grecs, désigne à la fois le langage et la mise en rapport. C'est pourquoi d'ailleurs la même notion de logos leur sert aussi à désigner un rapport mathématique. Par exemple, le rapport de 4 à 2, en grec ancien, ça s'appelle logos. Non pas parce que c'est du calcul, mais parce que ça implique forcément la mise en relation d'un élément et d'un autre. Est-ce que la vérité a lieu exclusivement dans le logos? Ça a été effectivement la première thèse d'Aristote. De sorte que on arriverait à cette conséquence que quand on cesse de vouloir mettre en rapport les choses, si nous arrêtions de parler, par exemple, imaginez que nous cherchions, comme certains croient qu'il est bon de faire, que nous cherchions notre bonheur exclusivement dans le fait d'être, d'éprouver, de jouir ou d'agir, mais sans chercher à comprendre ou à lier les choses. Nous sortirions, semble-t-il, du domaine où il y a du vrai et du faux. Nous serions dans le domaine où il y a de l'utile et de l'inutile, du nuisible, de l'agréable et du désagréable, mais dans ce cas-là, la vérité n'aurait pas lieu. Dans le second texte tiré de la métaphysique, livre Epsilon, il le dit clairement. Quant à l'étant comme vrai et au non-étant comme faux, il consiste dans l'union et dans la séparation. Et le vrai et le faux réunis se partagent entièrement les contradictoires. Donc, par exemple, au sujet du au sujet du mur, il n'y a qu'une manière de dire vrai, c'est de mettre en rapport le mur avec la bonne couleur, c'est-à-dire le nom qui désigne la qualité colorée qui lui convient. J'ai donc le choix entre deux contradictoires, ou bien le mur est bleu, ou bien le mur est non bleu. Et le non bleu, ça peut être n'importe quoi, gris, vert, chaud, froid, mais c'est du non bleu. Ainsi donc, à partir du moment où on rapporte les choses, il y aurait vérité, mais si on cesse de les mettre en rapport les unes avec les autres, il n'y aurait plus lieu de chercher du vrai ou du faux. Alors cette thèse, Aristote, par la suite, dans la suite de l'ouvrage, dans un autre livre de la métaphysique, au livre Theta, c'est notre troisième texte, Aristote, soit qu'il s'en soit aperçu, soit qu'il ait cherché à aller plus loin et pour critiquer sa première thèse, Aristote a vu qu'elle n'est pas défendable. Pourquoi? Parce que si on place la vérité uniquement, sous la domination du langage, s'il n'y a de vérité que parce que nous parlons et en tant que nous parlons,
la question de savoir si le mur est vraiment bleu lui-même n'a plus de sens. Or, et c'est précisément ce qui l'intéresse, c'est précisément le cœur de sa pensée, et c'est une des thèses fondamentales de la métaphysique, c'est que la vérité ne concerne pas seulement le rapport entre les idées, entre nos pensées ou entre les mots. La vérité est la révélation de ce qui existe, de l'étant. Donc, si je dis c'est vrai, le mur est bleu, cela suppose que je puisse, pour ainsi dire, vérifier la bleuité du mur, aller trouver le bleu dans le mur lui-même, au-delà du langage. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Si quelqu'un me dit le mur est bleu, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Et puis, ma perception va me permettre de juger. Alors, je vous renvoie juste simplement un bref passage dans ce troisième texte, quelques lignes qui sont lumineuses, tellement elles sont simples et de bon sens, mais elles vont très loin. C'est de la page 2, deuxième alinéa. Il a d'abord posé la question, quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas ce qu'on appelle vrai ou faux? Il faut en effet bien examiner ce que nous entendons par là. Et il ajoute, ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. Ah oui, alors là, nous avons trouvé le moyen de sortir du cercle vicieux de tout à l'heure. Ce n'est pas parce que j'ai une connaissance vraie que l'étant est comme il est. C'est parce que les choses sont comme elles sont que je peux enregistrer dans ma pensée, dans mon expérience et donc dans mon discours une vérité. Ça veut dire que c'est parce que l'homme dont je parle est vraiment blanc que mon énoncé « cet homme est blanc » peut être vrai. Mais alors, le problème rebondit. En philosophie, très souvent, on croit avoir résolu une difficulté, et c'est souvent pour découvrir qu'elle s'est transformée et approfondie. Car la question va devenir celle-ci. La différence entre homme, c'est-à-dire entre la caractéristique qui me sert à désigner la substance, tout à l'heure par exemple je disais le mur, la différence entre ce qui me permet d'appeler ça un mur et ce qui me permet de désigner la couleur bleue comme couleur par le mot bleu, cette différence-là, elle n'est pas dans la chose. Je veux dire que quand nous disons cet homme ou l'homme est blanc, nous voyons un objet, nous ne voyons pas l'humanité. Nous ne voyons pas l'être homme ou l'essence humaine de ce quelque chose qui est devant nous. Et quand je vois le mur bleu, je ne vois pas ce que Platon aurait appelé l'idée de bleu ou l'essence du bleu. Je ne vois pas le bleu lui-même. C'est-à-dire que ce serait totalement illusoire de croire qu'il suffit d'ouvrir les yeux et d'utiliser nos 5 sens pour tout d'un coup voir apparaître la dissociation, la séparation entre le sujet et le prédicat, et par exemple pour voir d'un côté la chose caractérisée comme mur ou comme homme, et d'un autre côté les qualités de la chose. Si je dis par exemple cette fille est jolie, d'abord fille n'est pas la dénomination de l'objet, c'est pas un nom propre, c'est une manière de ranger cet objet dans une classe, donc de le typifier. C'est donc déjà passer par le langage et par les catégories de la pensée. Et dire joli, à quoi est-ce que ça renvoie? Où avons-nous rencontré dans l'expérience la joliesse ou la beauté féminine? D'où un soupçon qui atteint la possibilité de rencontrer l'étant, pour ainsi dire à l'état brut, dans sa pureté, dans sa netteté, sans que pour autant nous restions sous l'influence du logos,
sous l'influence du langage et des catégories que le langage colporte. Toujours est-il que Aristote conclura son texte, et je m'arrêterai là pour ce moment-là, par une sorte de programme qui va fonctionner dans l'histoire de la philosophie comme le principe d'une solution. Il faut que la vérité logique, vérité comme rapport du sujet et du prédicat, s'appuie sur une vérité plus fondamentale que les aristotéliciens, les commentateurs d'Aristote ont appelée, en s'appuyant sur son vocabulaire, la vérité noétique. Pourquoi noétique? Parce que Aristote appelle noésis l'acte par lequel notre intelligence peut, entre guillemets, voir ce que nos sens ne voient pas. Je disais tout à l'heure, en regardant cet homme, pour voir qu'il est blanc, je ne vois pas son être homme, son humanité. Et si je veux dire homme à la différence de femme, je ne vois pas non plus sa virilité, sa qualité d'homme au sens de ce qui n'est pas une femme. Et de même, je ne vois pas la bleuité du mur. Précisément, Aristote est bien conscient de ce problème et dit, mais ce n'est pas notre œil qui voit le mur comme mur, c'est notre intelligence, ce qu'en grec il appelle le nous, et que les latins ont traduit par le terme intellectus, qui fonctionne dans la langue de saint Thomas d'Aquin et de toute la scolastique. Si c'est donc l'intellect, ou le nous, qui voit l'homme comme homme, et la qualité, la couleur comme couleur, distincte de la chose colorée, nous avons là ce qu'il faut appeler une noésis, c'est-à-dire une vision intellectuelle qui n'est pas une vision sensible, ça n'est pas notre œil qui voit le bleu comme bleu, c'est notre intelligence. Donc c'est une vision noétique, d'où l'idée que, puisque toutes les vérités vont se fonder en définitive sur une sorte de vision directe des éléments dont parle la proposition, puisque la vérité, le mur est bleu, doit se fonder sur une vision directe qui me montre que ça, c'est bien un mur et pas un paravent ou un décor, et que c'est bien du bleu et pas du gris ou du vert, puisque toute vérité du rapport logique doit reposer sur l'intuition noétique, c'est finalement à la vérité dans la noésis, la vérité de la saisie intellectuelle, qu'il faut chercher le fondement de la vérité et la condition de la vérité. Et tous les philosophes ont suivi Aristote de ce point de vue-là, et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est Thomas d'Aquin. Alors, nous n'allons pas, puisque le temps autrement nous manquerait, nous n'allons pas nous plonger très savamment dans le détail du latin de la somme théologique que je vous ai donné là, mais bon, c'est du latin facile à lire quand même, c'est tellement proche du français qu'on s'y retrouve. Et je vais en résumer l'essentiel par un rappel. Les pères dominicains qui sont dans la salle et qui sont des thomistes confirmés m'excuseront et me corrigeront si je dis des sottises. J'espère bien ne pas le faire. Ce qui est caractéristique chez Thomas d'Aquin de sa doctrine de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire de la connaissance par l'intelligence et non pas par les sens, par la perception sensible, c'est le rapprochement qu'il fait entre la connaissance humaine et la connaissance angélique, la connaissance des anges. Qu'en est-il des anges? Ce sont des créatures spirituelles, dit-il. Ce sont des créatures créées par Dieu, mais elles sont immatérielles. Ce sont donc des esprits purs, comme on dit, c'est-à-dire des intelligences qui ne sont pas, comme la nôtre, enracinées dans un corps, qui ne sont pas, pour ainsi dire, appuyées sur des facultés inférieures à l'intelligence, qui, comme chez nous les hommes, supposent un corps, des organes sensoriels comme l'œil, le toucher, etc. Et puis, autre chose qui a rapport avec le corps, à savoir l'imagination. Parce que si nous avons à imaginer, si nous pouvons rêver, si nous pouvons nous peindre des images mentalement, c'est bien entendu, ce sont des tableaux que nous tissons à partir de ce que nos sens nous ont donné, à voir, à sentir, à éprouver. Donc l'ange
n'a pas cette connaissance sensible, mais il dispose d'une connaissance intellectuelle directe. Et quel est l'objet immédiat de l'intelligence angélique qui fait que l'ange connaît les objets auxquels son intelligence s'applique? Dans la langue de Thomas d'Aquin, cela s'appelle l'espèce intelligible, c'est-à-dire la caractéristique essentielle, spécifique d'un certain objet qui se laisse saisir par l'intelligence. Je prends un exemple, par analogie à partir de notre propre expérience. Quand je vois dans la demi-obscurité au bout d'un couloir quelque chose qui s'agite au niveau du sol, je peux hésiter dans mon acte de reconnaissance. Je vais me dire par exemple, qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un objet que le vent ou le courant d'air agite? Je vais m'approcher et va arriver un moment où je vais identifier la caractéristique essentielle de cette chose. Je dirais par exemple, ah non, c'est un chat qui joue avec une pelote. Là, j'ai identifié cet objet-ci très particulier, en quelque sorte en lui appliquant sa caractéristique intelligible, ce qui fait que je peux comprendre à quoi j'ai affaire. L'objet est donc en quelque sorte identifié, reconnu par son espèce, ou sa species, son espèce intelligible. Les espèces intelligibles sont données à l'intelligence angélique, selon Thomas d'Aquin, non pas à travers les sens, puisqu'ils n'ont pas de corps, mais directement par l'intellect omniscient, unique et absolu, qui est l'intellect divin, l'intelligence même de Dieu. L'ange dispose, dans cette vision intellectuelle directe de ce que sont toutes choses, il dispose d'une information qui lui vient directement de la divinité. Il est donc en quelque sorte dépositaire d'une parcelle de la connaissance infinie qui est Dieu lui-même. Il faut ajouter que, selon Thomas, je ne peux pas reproduire la démonstration, nous n'avons pas assez de temps pour ça, mais selon Thomas d'Aquin, pour Dieu, être, connaître, agir, aimer, créer, c'est la même chose. C'est un seul et même acte. C'est une seule et même irradiation de sa puissance qui n'est autre chose qu'une manière de se diffuser lui-même. Dieu, dit-il, on peut le résumer dans une seule formule qui est d'une densité considérable, Dieu, dit-il, est acte pur. Il n'y a donc rien qui soit en lui en puissance, qui soit en réserve. Il est et il fait toute chose. Il irradie donc l'être sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Et par conséquent, il partage en quelque sorte à la multitude des anges des parties de cette connaissance infuse. Qu'en est-il de l'homme? Eh bien, la condition de l'homme est d'être, d'une certaine façon, aussi une intelligence, une créature spirituelle. Je vais le traduire dans un langage moins mystique ou moins médiéval, en reprenant le vocabulaire d'Edith Stein. Si certains parmi vous ont un peu fréquenté Edith Stein ou connaissent un petit peu le vocabulaire de la phénoménologie issu de Husserl, Edith Stein a une formule lumineuse pour nous faire comprendre ce que c'est que l'esprit ou la réalité du spirituel en général. Elle dit, elle reprend une notion qui vient de Husserl et elle dit l'essence même de l'acte spirituel, c'est l'intentionnalité. Qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité? C'est la capacité que notre esprit, notre conscience a de se projeter hors de lui-même. Quelque chose de tout simple, comme penser à. Quand nous disons je pense à. Je pense à ce qui est arrivé hier. Je pense à ce que je vais faire tout à l'heure. Je pense à toi, mon ami qui est à l'autre bout de la planète. Je pense à toi, le prisonnier que je vais visiter la semaine prochaine, qui souffre dans ta prison. En pensant à, nous sortons de nous-mêmes. Nous ne sortons pas de notre corps, mais nous sommes déjà dans une présence intentionnelle qui nous ouvre à quelque chose d'autre. Et pour Edith Stein, grande lectrice et commentatrice de Thomas d'Aquin, la caractéristique de l'intentionnalité, c'est la caractéristique même de l'esprit, c'est l'essence même de l'esprit, c'est de ne pas être comme la pierre, comme le minéral ou comme l'animal, enfermé en soi. L'animal est tout entier
à l'intérieur de ses sensations. Il habite, en quelque sorte, béatement, quelquefois douloureusement, mais il habite uniquement son monde sensoriel. L'homme a cette propriété, même quand il est immergé dans la souffrance ou noyé dans le plaisir, il a cette propriété d'être toujours quelqu'un qui va au-delà. C'est-à-dire que même quand je suis broyé par la souffrance, je peux encore dire non, espérer, refuser, vouloir et souffrir. C'est encore une façon de se dépasser. Et même quand je suis bardé de plaisir et noyé dans la jouissance, je peux encore éprouver que ça ne suffit pas. Et peut-être, comme ce fut le cas de Charles Foucault, éprouver un profond désespoir et une vraie tristesse. Parce que, et là c'est un autre terme qui a sa place non pas chez Lichtenstein mais chez Heidegger, la caractéristique de l'être humain, de ce point de vue-là, et de son intentionnalité, c'est ce que Heidegger appelle transcendance. C'est de se transcender. Ainsi donc, je reviens à Thomas d'Aquin, comme les anges, nous aussi, les hommes, en tant que créatures spirituelles, nous avons en nous ce besoin, cette aptitude et cette habitude aussi de nous transcender. Pas toujours pour le meilleur, mais parfois aussi pour le meilleur. Or, comment rejoignons-nous l'espèce intelligible qui est dans l'objet? Comment est-ce que je peux apercevoir ceci comme un chat ou comme un homme? Précisément par un acte intellectuel, par un acte noétique, mais qui repose sur des impressions sensibles. Alors là va se poser la question de la vérité, et Thomas d'Aquin la résoudra en s'appuyant sur Aristote par deux thèses qui se trouvent résumées là dans de brèves citations. Je prends le deuxième passage que je traduis directement d'après le latin, donc on est en bas de la page 2, deuxième citation. Or, c'est ainsi que le sens se comporte pour connaître les choses, dans la mesure où similitudo rerum est in sensu, dans la mesure où il y a dans le sens, c'est-à-dire dans la sensation, une ressemblance des choses, une similitude des choses. Or, la similitude ou la ressemblance d'une chose quelconque est dans le sens de trois manières. Nous n'allons pas énumérer les trois manières pour notre sens ou notre sensation d'accueillir une ressemblance des choses, mais la première, c'est, d'une certaine façon, dit-il, d'abord et par lui-même, il le fait tout comme dans la invisu, dans le regard, il y a similitude ou ressemblance des couleurs et des autres sensibles propres. C'est-à-dire des autres sensibles, des autres qualités sensibles propres à chaque sens différent. Bon, cette thèse, c'est l'idée que nos sens ne nous mentent pas. Les sens ne trompent pas. Au sens où, si je vois du bleu, c'est bien parce que je ne peux pas voir autre chose. C'est bien parce que je ne pourrais pas voir du rouge, du vert ou du jaune. Si je vois du bleu, c'est en vertu de la reprise par Thomas d'Aquin de la théorie aristotélicienne de la sensation, parce qu'il y a quelque chose dans le mur, dans l'objet, qui agit sur mes sens, qui passe en quelque sorte de l'état de couleur possible à l'état de couleur vue. Comme si l'application de mon regard, l'application de ma faculté visuelle, permettait à un bleu possible de devenir un bleu vu, un bleu réel. La thèse d'Aristote est que la sensation, c'est le passage à l'acte de deux potentialités, de deux aptitudes. Moi, j'ai la capacité de voir, mais tant que je n'ouvre pas les yeux, que je ne suis pas attentif, je ne vois rien. Et dans le mur, il y a une aptitude ou une possibilité d'apparaître sur le mode de la couleur. L'idée d'Aristote est donc que quand nous voyons des couleurs, nous ne sommes pas seulement
des cerveaux titillés par on ne sait quel affect subjectif. Nous ne sommes pas seulement habités par de la couleur. Nous sommes agis par quelque chose d'autre qui vient à nous et qui se révèle. La définition habituelle étant la sensation, c'est l'acte commun du senti et du sentant, ou plus exactement du sensible et du sentant. Le bleu, par conséquent, du mur va se dédoubler. Il y a un mur, il y a un bleu possible, c'est celui qui est dans le mur quand je ne le regarde pas. Imaginez que tout le monde quitte la salle, que tout le monde s'endorme, ou que tout simplement je ferme les yeux, je ne suis pas attentif. Quand je ne regarde pas le mur, est-ce qu'il cesse d'être bleu? Non, il ne se met pas à devenir bleu à partir du moment où j'ouvre les yeux. Donc, qu'en est-il de la couleur du mur quand personne ne la regarde? Cette couleur, est-ce qu'elle est apparente? Non, puisqu'elle ne peut pas apparaître. Nos yeux, en s'ouvrant, et notre faculté visuelle en passant à l'acte, donnent au mur la possibilité de devenir lui-même actuellement bleu, vraiment, effectivement bleu. Mais alors, ça signifie qu'il y a dans l'objet quelque chose qui n'est pas de la couleur et qui est pourtant la condition pour que la couleur apparaisse. Alors, est-ce le mur qui est bleu? Oui et non. Il n'est pas bleu en lui-même sans moi, sans ma vision, au sens où je le vois bleu. La couleur qui est en quelque sorte endormie comme une couleur possible et qu'on ne voit pas, c'est la propriété chromatique qui fait que je vois du bleu. Cette thèse d'Aristote, qui dédouble en quelque sorte la qualité sensible en une qualité potentielle qu'il appelle la qualité en puissance, et une qualité réelle, manifeste, en acte, qui est le bleu vu, ce dédoublement se retrouve aussi du côté du sujet, puisque je peux à la fois être un voyant possible quand je dors ou que je ferme les yeux, j'ai la faculté de voir, mais je ne cherche pas à voir. Et puis je suis un voyant, dans d'autres cas, réel, et là je vois la couleur. S'il en est ainsi de l'espèce intelligible, on a résolu, pense Thomas d'Aquin, le problème de la vérité. Car, de la même façon, et il le dit dans un des autres textes qui suivent là, de la même façon, puisqu'il y a du sensible, en quelque sorte endormi déjà là dans les choses, qui n'attend que notre sensation pour apparaître, surgir et se manifester, de même, on peut dire que quand notre intelligence voit ou saisit l'espèce intelligible d'un objet, par exemple quand je vois que ceci est un chat, je reconnais le chat, on peut interpréter cet acte de saisie intellectuelle comme non pas seulement une sorte de jonglerie mentale qui se ferait uniquement dans ma pensée, ou une sorte d'exercice intellectuel entre les mots que j'ai appris, le sens qu'on m'a appris à leur donner, et puis les sensations qui font que ça, grosso modo, j'appelle ça un chat. Non, on peut interpréter la reconnaissance de l'objet comme le fait qu'il y a vraiment une identité entre le chat apparaissant, le chat reconnu par moi, et l'être chat du chat. C'est-à-dire ce qui fait que cet objet, en lui-même, se donne à reconnaître comme chat et pas comme chien. Ainsi donc, en s'appuyant sur cette idée qu'il y a une sorte de parallélisme entre la connaissance sensible des sensibles propres, quand je touche et que je sens du froid, c'est réellement du froid. Je ne sentirais pas du froid si la chose n'avait pas en elle-même une qualité qui me donne froid. Et de même, donc, s'il y a parallélisme entre cette vérité des sensibles propres et la vérité de la saisie intellectuelle, alors quand je reconnais ceci comme étant la présentation de telle ou telle espèce intelligible, mon exemple un peu trivial, chat, l'homme ou autre chose, eh bien, c'est qu'il y a réellement dans l'objet quelque chose qui correspond à mon acte intellectuel.
Ainsi, la saisie intellectuelle n'est pas seulement une vérité pour moi, une évidence subjective, mais elle est véritablement la rencontre entre la démarche que j'accomplis et une caractéristique inscrite dans la chose. Je vous remercie.